Bonjour, mes amis, bienvenue sur Fugelor. C'est un plaisir de vous retrouver ici. Prenons un moment pour respirer ensemble. Imaginez, vous êtes né dans une île que presque personne ne connaît. Votre famille n'est pas riche, votre langue maternelle n'est même pas le français. Et, pourtant, un jour, vous allez diriger la France entière, vous allez conquérir presque toute l'Europe, votre nom sera connu dans chaque pays du monde. Pour toujours, ce n'est pas seulement l'histoire de Napoléon Bonaparte, c'est une histoire sur ce que l'un peut accomplir quand il refuse d'accepter ses limites. C'est une histoire sur l'ambition, la gloire et la chute. Installez-vous confortablement, ce voyage, vous ne l'oublierez pas. Le 15 août 1769, sur l'île de Corse, un enfant vit le jour. Ses parents l'appelèrent Napoléon, un prénom corse, pas français. La Corse venait d'être cédée à la France par Gênes, une ville italienne, à peine un an avant sa naissance. Napoléon n'était donc pas vraiment français de naissance, il était corse, presque italien. Sa famille appartenait à la petite noblesse locale, pas riche, pas puissante, mais suffisamment respectée pour envoyer ses enfants dans de bonnes écoles. À 9 ans, Napoléon quitta la Corse pour la première fois. Il entra dans une école militaire en France. Il ne parlait presque pas français. Les autres élèves se moquaient de son accent, de ses manières, de son île inconnue. Mais Napoléon ne répondait pas aux moqueries. Il travaillait. Il lisait tout ce qu'il trouvait. Histoire, géographie, mathématiques, arts militaires. Pendant que les autres jouaient, il étudiait. Pendant que les autres dormaient, il lisait encore. À 16 ans, il obtint son diplôme d'officier, le plus jeune de sa promotion. Il était prêt. En un 7-8-9, la France explosa. La Révolution française changea tout. Les anciennes règles disparurent. Les nobles perdirent leur pouvoir. Et pour la première fois, un jeune officier sans grande fortune pouvait monter très haut. Napoléon avait 20 ans quand la Révolution commença. Il observa, il attendit, il apprit. Vous imaginez un jeune homme de 20 ans, regardant son pays se transformer, et comprenant que son moment allait venir, en un 7-9-3. La ville de Toulon était occupée par les Anglais. L'armée française tentait de la reprendre depuis des mois, sans succès. On confia à Napoléon le commandement de l'artillerie. Il avait 24 ans. En quelques semaines, il élabora un plan brillant. Il plaça ses canons sur une colline stratégique. Il força les Anglais à quitter le port. Toulon fut libéré, et Napoléon Bonaparte fut promu général. À 24 ans, ce fut le début. Les années suivantes furent une suite de victoires. L'Italie, l'Égypte, l'Autriche, partout où Napoléon allait, il gagnait. Ses soldats l'adoraient. Ils l'appelaient le petit caporal, pas pour se moquer d'eux. Lui, par affection, par admiration. Napoléon avait un don rare, il pouvait regarder un champ de bataille et comprendre en quelques secondes ce que personne d'autre ne voyait. Il déplaçait ses troupes comme des pièces d'échecs, rapides, précis, surprenants. Ses ennemis ne savaient jamais ce qu'il allait faire, et c'est précisément pour ça qu'ils perdaient. Mais voici la partie que la plupart des gens ne connaissent pas. Napoléon n'était pas seulement un général. Il lisait Rousseau, Voltaire et les grands philosophes. Il aimait les mathématiques et les sciences. Pendant sa campagne en Égypte, il emmena avec lui 167 savants, des scientifiques, des artistes, des linguistes. C'est cette expédition qui permit de découvrir la pierre de Rosette, le document qui allait permettre de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens. Oui, un général de guerre qui finança une révolution scientifique. Le 9 novembre 1799, Napoléon prit le pouvoir en France. Un coup d'État, propre, rapide, efficace. Il devint premier consul, puis consul à vie, puis empereur. Le 2 décembre 1804, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, il se couronna lui-même.
Il prit la couronne des mains du pape Pie VII, et il la posa sur sa propre tête. Un geste extraordinaire, un message au monde entier. Je ne dois mon pouvoir à personne, car moi-même, il avait 35 ans, comme empereur. Napoléon ne s'arrêta pas. Il réforma presque tout. Le code Napoléon, un nouveau système juridique, fut introduit en France. Il est encore la base du droit dans de nombreux pays aujourd'hui. En France, en Belgique, au Québec, en Louisiane, en Amérique latine. Il créa la Banque de France. Il réorganisa l'éducation nationale. Il construisit des routes, des ponts, des canaux. Paris fut transformé. Les rues furent redessinées. Les numéros de maisons furent inventés. Oui, avant Napoléon. Les maisons parisiennes n'avaient pas de numéros. Réfléchissez-y un instant. Et pendant tout ce temps, il continua à gagner des guerres. Austerlitz en 1805, sa victoire la plus brillante. Iéna en 806 Wagram en 1809. L'Europe tremblait. Mais quelque chose allait bientôt tout changer. En 1812, Napoléon prit la décision la plus catastrophique de sa vie. Il décida d'envahir la Russie. Ses généraux l'avertirent. Ses conseillers l'avertirent. La Russie était trop grande. L'hiver était trop froid. Les distances étaient trop longues. Napoléon n'écouta pas. Il rassembla la plus grande armée jamais vue en Europe. Plus de 600 000 hommes. La grande armée. Ils entrèrent en Russie. Au printemps. Ils marchèrent pendant des semaines, des mois. Les Russes reculaient sans se battre. Ils brûlaient leurs propres villages, leurs propres récoltes. Ils ne laissaient rien à l'ennemi. Napoléon arriva à Moscou en septembre. La ville était vide et en feu. Les Russes avaient brûlé leur propre capitale plutôt que de la laisser à Napoléon. Cela semble impossible, mais c'est vrai. L'hiver russe arriva. Le froid tua des milliers d'hommes chaque jour. Les chevaux mouraient, les canons furent abandonnés. La grande armée commença sa retraite. Plus de 600 000 hommes étaient entrés. Moins de 100 000 rentrèrent. Ce fut le tournant. L'Europe sentit la faiblesse de Napoléon, et ses ennemis s'unirent, la Prusse, l'Autriche, la Russie, l'Angleterre. En 1813, à Leipzig, lors de la bataille des Nations, Napoléon fut vaincu, la plus grande bataille de l'histoire avant la Première Guerre mondiale. En 1814, il abdiqua pour la première fois. Il fut exilé sur l'île d'Elbe, une petite île italienne. Tout le monde pensait que c'était la fin, mais Napoléon n'avait pas dit son dernier mot. Le 1er mars 1815, il s'échappa d'Elbe. Il débarqua en France avec 1000 hommes seulement. Le roi de France envoya une armée l'arrêter. Napoléon marcha seul vers les soldats. Il s'arrêta devant leurs fusils, et il dit, « Soldats, si parmi vous il en est un qui veuille tuer son empereur, me voilà. » Personne ne tira. Les soldats crièrent « Vive l'empereur !» et ils le suivirent. Ville après ville, l'armée se rallia à lui. En 20 jours, il était à Paris, sans tirer un seul coup de feu. Les 100 jours commencèrent, mais cette renaissance dura peu. Le 18 juin 1815, à Haute-Loup, en Belgique, Napoléon affronta les armées alliées. Il perdit. Ce fut sa dernière bataille. Cette fois, il fut exilé loin, très loin, l'île de Sainte-Hélène, dans l'Atlantique Sud, à plus de 6000 kilomètres de l'Europe. Il y passa les 6 dernières années de sa vie, seul, malade, prisonnier. Il mourut le 5 mai 1821. Il avait 51 ans. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend? Elle nous apprend que les plus grandes chutes viennent souvent de notre plus grande force. Napoléon tomba à cause de ce qu'il avait rendu grand, sa certitude absolue d'avoir toujours raison. Elle nous apprend aussi que les origines ne définissent pas la destination. Un enfant d'une petite île inconnue peut changer le cours de l'histoire, et elle nous apprend que les hommes qui changent le monde ne sont jamais simples. Napoléon était à la fois un génie et un tyran, un réformateur et un conquérant, un homme qui donna à la France ses lois les plus durables.
et un homme qui envoya des centaines de milliers d'hommes à la mort. Il est impossible de le résumer en un seul mot. Et c'est peut-être pour ça que son histoire nous fascine encore, 200 ans après sa mort. Si cette histoire vous a plu, laissez un commentaire. Dites-moi ce qui vous a le plus surpris. Était-ce sa jeunesse à Corse? La campagne de Russie? Ou peut-être les 100 jours? Abonnez-vous à Fienlore pour ne manquer aucune nouvelle histoire. À la prochaine fois. Continuez à écouter, continuez à découvrir le monde, une histoire après l'autre.